Julien Régnier, je suis skieur. Salut les sportifs, c'est Hermano. Enfin non, je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour vous enregistrer cette intro. J'ai dans les bras, ou plutôt dans l'écharpe de portage, mon 4e enfant de 8 semaines et je suis très heureux que nous vous présentions l'épisode d'aujourd'hui à deux. Après avoir reçu Liv Sansoz, qui était déjà une recommandation de Mathieu Navillo, aujourd'hui je vous propose une seconde recommandation de Mathieu, à savoir un skieur freestyle, ancien skieur de boss, qui a même eu l'occasion de concourir aux Jeux Olympiques de Nagano et qui nous raconte son histoire de skieur alpin à skieur de boss à fabricant de ski avant de rejoindre l'équipe de Black Rose. Vous verrez, cet épisode avec Julien Régnier est chargé d'émotions et Julien ne mâche pas ses mots. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais évidemment remercier toutes celles et tous ceux qui suivent le podcast Dans les Vestiaires, qui laissent des commentaires sur Apple Podcast, qui laissent des revues. Vous le savez, c'est grâce à ces revues que le podcast peut se faire connaître et toucher le maximum de personnes. Le sujet du financement des sportives et sportifs de haut niveau, des artistes et des aventuriers est à mon sens un sujet qu'il est nécessaire de diffuser au plus grand nombre. Assez parlé, je vous laisse écouter Julien. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Je suis comme toujours très heureux de vous recevoir et aujourd'hui je reçois un grand sportif qui m'a été recommandé par un invité que vous avez déjà entendu sur ce podcast qui était Mathieu Navillo. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Julien Régnier. Salut Julien. Salut, bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, super bien. Moi, ça va très bien. J'espère que nos auditeurs vont très bien aussi. Julien, je suis très content de t'avoir parce que, comme je le disais en introduction, tu m'as été recommandé par Mathieu Navillo avec qui on a fait un superbe épisode. On a parlé de sa carrière, mais on a aussi parlé des choses qu'il a entrepris après sa carrière et notamment de son beau projet Une bouteille à la mer. Moi, j'aimerais qu'on parle de toi maintenant. J'aimerais bien te laisser le micro pour que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, et puis qu'on commence aussi par tes premiers souvenirs de sport et comment tu es arrivé dans le sport jusqu'au plus haut niveau. Je m'appelle Julien Régnier, je suis skieur. J'ai commencé j'ai commencé le ski par le ski alpin de manière classique dans un club et je me suis très vite tourné vers le ski artistique et acrobatique, comme on appelait ça à l'époque, notamment le ski de boss. Avec lequel j'ai fait mes premiers faits d'armes, on va dire. C'est vraiment le sport que j'aimais plus que tout sur la neige, parce qu'il y avait un espèce de domaine de liberté, et puis j'aimais bien sauter en fait, j'aimais bien être en l'air, et puis je crois que c'était surtout ça. Et donc j'étais au club des sports et je me suis dirigé sur la section ski artistique et acrobatique pour faire du ski de boss, et j'ai assez vite été pas trop mauvais, que ce soit en junior, etc. En 2 mots, j'ai fait quoi? J'ai fait une bonne saison en circuit Coupe d'Europe où j'ai fini 2e, il me semble, du circuit duel. L'année d'après, j'avais 18 ans, 17-18, sur mes 17-18 ans, j'étais en Coupe du Monde. Non, mes 18-19 ans, j'étais sur le circuit Coupe du Monde et j'ai été sélectionné pour les Jeux Olympiques, qui était quand même on va dire un petit morceau à mon âge et avec l'équipe de France de boss, parce que c'était quand même une belle équipe. Donc je suis allé aux Jeux Olympiques à Nagano. Je finis 11e, qui était une déception pour moi, parce que la Coupe du Monde avant, j'avais fait 2e. Donc j'avais du potentiel, mais bon, voilà, c'était je crois, ma 4e Coupe du Monde. Donc forcément, pas forcément beaucoup d'expérience. Et puis une qualification un peu loupée. Donc voilà, très dur de revenir en finale de toute façon en ski de boss. Si tu fais pas une bonne qualif, c'est quasiment impossible de faire quelque chose en finale, surtout aux Jeux Olympiques avec des pistes
aseptisé et donc le niveau est très nivelé et c'est dur de faire la différence. Enfin bref, de toute façon, j'ai pas vraiment sorti le run de ouf en finale non plus. Donc voilà, 11e. Et, euh, et puis, euh, et puis une fin de saison. Je finis dans le top 10. Je crois que je finis 9e du circuit Coupe du Monde cette saison-là. Donc pas trop mal pour une première année. Et voilà. Et en même temps, il y a eu l'émergence du ski freestyle comme on le connaît maintenant, avec les disciplines qu'on connaît qui sont un peu plus, on va dire, standardisées, qui sont le slopestyle, le big air et le halfpipe. À l'époque, c'était juste des petits jeunes avec des pelles dans la main qui construisaient des sauts un peu de partout, et notamment avec la discipline street qui se traduit, j'imagine, par le slopestyle maintenant dans les disciplines standardisées, mais street, nous, c'était plus on allait dans les villes et puis on essayait de chercher des endroits pour faire des tricks. Et puis à l'époque, d'ailleurs, au tout début, on n'en faisait pas beaucoup ça, un tout petit peu. En tout cas, voilà, il y a tout ce pan du ski qu'on a vu naître et qu'on a, avec quelques amis, fait naître. Parce qu'à l'époque, on n'avait même pas de ski bispatulé. Alors, je sais pas, j'imagine que la plupart des auditeurs ne comprennent à peu près rien. Justement, j'allais te demander plus de précision à tous ces aspects techniques, mais en même temps, c'est la beauté du podcast. Les gens peuvent réécouter et puis retourner voir aussi sur Internet. Mais vas-y, en fait, explique-nous un petit peu tout ce que c'est. Bon, le milieu du ski, c'est toujours un peu scindé entre le ski alpin et les disciplines alternatives, qui peuvent être le monoski, peut-être à une époque le snowboard, en tout cas le milieu de la glisse sur neige, toujours le ski alpin, une discipline assez noble et puis très classique, hein, qui est les disciplines de vitesse, enfin un chronomètre, des piquets. Et, euh, et puis il y a tout ce côté un petit peu alternatif, rebelle, qui s'est traduit aux États-Unis avec l'émergence du hot dog dans les années 70, il me semble, et qui a fini en ski artistique et acrobatique, ce dont je parlais tout à l'heure, qui est devenu une discipline olympique, ski de boss, le saut, et à l'époque il y avait aussi le ballet, un peu de la danse sur neige. Et, dans fin des années 90, à mon époque, poussé par l'univers un peu skate et snowboard, on a vu l'émergence d'une nouvelle discipline freestyle alternative, qui est le halfpipe, le slopestyle et le big air. Ça se pratique avec des skis qui sont quand même bien différents de ce qu'on avait pour faire du ski de boss. Donc une révolution au niveau matériel. Donc c'est des skis à double spatule, qui étaient aussi un petit peu plus larges. Vraiment, enfin, c'est un outil qui est différent. Et ça, je dis toujours on parce que je n'étais pas tout seul. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont fait évoluer ces disciplines et on a vraiment dû demander des nouveaux skis à nos fabricants de skis, penser à repenser et refabriquer des skis qui fonctionnaient pour nos disciplines. Et puis voilà, adapter notre style et notre ski au halfpipe, au big air, au slopestyle, au, euh, au gros saut dans la poudreuse aussi, parce que ça, c'est pareil, on n'avait pas d'outils pour faire des gros sauts dans la poudreuse, des disciplines qui s'appellent entre guillemets le backcountry, mais c'est juste, voilà, c'est des copains, une pelle, et puis on construit des sauts dans de la poudreuse. Euh, et, euh, et tout ça, ça s'accompagne avec du matériel. Et il a fallu le fabriquer, il a fallu vraiment repenser tout ce qu'on avait sous les pieds pour être performant dans ces nouvelles disciplines. Alors ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'aime bien le développement. Et voilà, c'était en parallèle de ma carrière sportive. Moi, je me suis blessé l'année d'après les Jeux Olympiques. Je me suis cassé 2 fois la clavicule.
Donc j'ai eu un peu une année blanche côté fédération et côté résultat dans les boss. Et, euh, et en parallèle, il y avait cette discipline qui grandissait. Il y avait vraiment une énergie très particulière. Il y avait plein de choses à faire. Et puis avec ce groupe de personnes qui comptaient JP Auclair, JF Cusson, Vincent Dorion, Bouviax pour les Français, Candide, enfin il y en avait plein. Il y avait vraiment une énergie particulière. Et puis moi j'avais vu que ça allait, que ça pouvait et que ça allait devenir quelque chose. Donc j'ai décidé d'arrêter le ski de boss pour me consacrer entièrement à ces nouvelles disciplines. Au début, c'était absolument pas fédéré. C'était ce qui était probablement le plus intéressant. Et donc, il y avait tout à faire. Il y avait pas, donc c'était pas fédéré, donc il n'y avait pas de compétition, ou très peu. Donc, la manière d'évoluer, de vivre et de fabriquer ce sport, c'était à travers les photos et les vidéos. Et bon, il y a bien des gens qui nous ont dit qu'on était un peu des glandeurs et puis que blablabla et que c'était facile, etc. Je souhaite bonne chance à quiconque veut essayer de se constituer une part qui tient la route pour un film de ski, parce que c'est énormément de travail et ça demande de la rigueur et l'envie de performer, l'envie de bien faire, tout autant que de se préparer pour des Jeux Olympiques ou une saison de Coupe du Monde dans n'importe quel sport. Parce que l'intention fondamentale, elle est là, c'est vraiment l'acte sportif, le mouvement et la performance. Et que ce soit pour aller chercher une médaille ou pour aller faire un segment, pour moi, c'est le même principe. Bien sûr, dans la photo et la vidéo, il y a l'élément esthétique qui est important. Mais voilà, je pense que dans la préparation sportive d'un gymnaste ou quelques sports qui incluent un élément esthétique, même le football, hein, j'imagine, il y a toujours un élément esthétique qui est sous-jacent et qui demande du travail et de l'attention. Donc, de toute façon, voilà, l'intention sportive, en tout cas, elle était là. Et puis la performance, elle y était aussi parce qu'on était. Enfin, en tout cas, moi, j'étais jeune, j'avais envie de pousser et c'est ce qu'on faisait. Donc voilà, ma carrière, elle a bifurqué à ce moment-là dans ce milieu qui était le milieu du freestyle comme on le connaît maintenant. Et puis j'en ai fait mon métier pendant une vingtaine d'années quasiment. Et moi, j'ai jamais vraiment fait. J'ai un peu loupé le coche des circuits compétition, Miss Game, etc. Parce que au début, c'était un sacré paquet de magouilles en fait pour rentrer dans ces compétitions. Puis moi, j'avais pas le support des sponsors ni des connaissances aux États-Unis, donc j'ai pas été sélectionné. Et puis vu que j'étais pas sélectionné, que je faisais partie des meilleurs, ça m'a vraiment très poliment cassé les couilles. Donc j'ai dit que j'avais pas besoin de ça pour évoluer et puis pour pratiquer le sport que j'aimais. Donc j'ai vraiment décidé de me concentrer sur la partie photo vidéo et voilà. Donc je me suis mis out hors du jeu de toutes ces compétitions qui émergeaient. C'était sans doute une erreur de ma part, mais en tout cas voilà, j'ai mal pris qu'on ne considère pas mes compétences dans le domaine alors qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient bons à l'époque et qu'on me refuse de participer au premier Six Games, etc. Donc voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà bien trop long. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à me demander.
Ah bah évidemment, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de réactions. Alors déjà, j'étais en train d'essayer de calculer un petit peu. Tu nous as dit que t'avais 18-19 ans quand t'as été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Nagano. Ouais. Donc si je ne m'abuse, qui était en 98, alors j'allais me lancer dans des calculs savants, mais finalement on a le même âge. Donc Ok. donc je pense que là t'es pas très loin de la quarantaine, tout juste dépassé. Ouais, 41. Ouais. Et donc, mais donc si je regarde un petit peu sur l'histoire du ski français, du ski de boss, finalement tu es entre Edgar Gros-Piron qui était lui au JO en 92 et puis un Mathieu Navillot qui est arrivé 10 ans après toi. Donc t'es juste entre les deux quoi. Ouais, bah, j'imagine. Ouais. 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 Euh, Ok, donc une carrière que tu as commencé d'abord par le ski alpin, tu l'as dit, c'est plutôt le classique chez les skieurs, enfin en tout cas à l'époque, commencer par l'alpin, après tu as bifurqué un peu sur le ski de boss, et puis après des JO, après 2 fractures de la clavicule, alors je sais pas si t'as entendu, mais ça m'a fait beaucoup sourire parce que moi je sors d'une 3e fracture de la clavicule, là il y a 3 semaines, donc je sais à peu près ce que t'as ressenti, même si moi c'était sur le vélo, mais c'était pas sur les skis. J'en ai eu une autre, hein. J'en ai 3 aussi. Ah bah ok, Ouais. donc on est frères de fracture de clavicule. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là que tu as bifurqué vers cette nouvelle discipline qu'on appelle le ski freestyle maintenant. Et ouais, ça devait vraiment être exceptionnel, génial de vivre la naissance d'un sport. Tu l'as dit, c'était pas fédéré, c'était un peu compliqué. Ça doit être juste exceptionnel de vivre la naissance d'un sport qui est, enfin, où c'est juste une bande de potes qui s'amusent avec des pelles à construire des tremplins et des sauts et des parcours, ou un sport pas fédéré jusqu'à un sport qui est maintenant qui fait vibrer le plus grand nombre. Comment est-ce que tu as pris cette décision de bifurquer d'un sport super encadré avec des championnats d'Europe, des coupes d'Europe, coupes du monde, Jeux Olympiques, à un sport où justement là c'est juste totalement en friche. Et puis tu l'as dit, après t'as eu ce souci avec les X Games où t'as pas été sélectionné, donc t'as décidé de rester un petit peu en retraite, tout ça. Mais malgré tout, pourquoi est-ce que t'as pris cette décision de switcher et pourquoi t'as pris la deuxième décision d'y rester? Je sais pas si on pouvait dire qu'il y avait une sérénité dans le ski de boss. C'est pas, j'appellerais pas ça une sérénité. Euh, ouais, non, parce que moi, je sentais bien qu'il y a, hors les compétitions, hors les Jeux Olympiques, les marques, elles s'en foutaient, en fait. Euh, et bon, moi, je veux pas dire qu'on allait vers ce que les gens voulaient, mais les marques, clairement, le ski de boss, en 98, il y a eu Groupiron, qui a laissé sa marque. Après, voilà, moi, après, j'ai un parcours un peu particulier aussi, côté familial, parce qu'à 17 ans, j'étais un petit peu tout seul et j'ai dû me démerder assez vite. Donc, l'année d'avant les Jeux Olympiques, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé tout seul et à devoir financer mes saisons pour continuer à skier. Un peu avec l'aide, voilà, enfin bref, avec ce que j'ai pu. Et la saison des Jeux Olympiques, justement, j'ai fait deuxième en Coupe du Monde. Ça a permis de toucher, à l'époque, je crois que c'était 2400 $ canadiens. Ça m'a permis de manger mais littéralement. Après, je suis pas à plaindre, etc. J'avais un logement, tout ça. Mais ça m'a permis d'acheter à manger pendant un petit moment. Et ensuite, à la fin de saison, je suis allé faire une compétition de big air en Suède, qui a été un périple assez incroyable, parce que l'école m'a libéré. J'étais à l'école à Albertville, une section ski-études. Donc on était libre en hiver, et puis à partir du mois de mars, on reprenait les cours, et cette compétition arrivait pendant les cours. Ils m'ont quand même libéré parce que c'était un samedi dimanche, ils m'ont libéré le samedi matin. Et moi, j'aurais clairement dit à l'école, en fait, il faut que j'y aille parce qu'il faut que je gagne, parce que sinon, j'ai pas de sous pour passer l'été. Et j'y suis allé, j'ai gagné. Donc, c'était bon. Et ensuite, ça a un peu déclenché le fait que voilà, j'ai les Rossignols qui m'ont soutenu. Vu que j'avais fait une bonne saison en Coupe du Monde, la Fédé me donnait un petit peu d'argent, et puis ça c'était assez pour payer ce que j'avais à payer pour continuer.
Euh, mais, mais en tout cas, au niveau des marques, on sentait bien que les marques, elles étaient quand même plus intéressées par. C'est aussi la grande époque du freeride. Moi, j'étais chez Rossignol, ils venaient de faire un petit team là, de freeride. Euh, Tu sentais clairement que après les Jeux Olympiques, Rossignol se sont désengagés du pool ski de la Fédé en ski de boss. Donc moi, j'avais plus de ski. J'étais chez Rossignol. J'avais plus de ski de boss. En tout cas, je pouvais plus utiliser les ski de boss Rossignol pour ma partie ski de boss. Donc, ils m'ont fait passer chez Dynastar, qui était une marque concurrente à l'époque. Hein. C'était pas le même groupe. Hein. Ils ont dit, OK, tu peux skier chez Dynastar, ça ne nous dérange pas. Mais nous, on veut te garder pour le côté freeride. Donc, j'avais, entre guillemets, 2 sponsors, ce qui était un peu bizarre, mais pour vous dire l'intérêt qu'avaient les marques par rapport au ski de boss, c'était pas énorme. C'est oui, tu es une discipline olympique, mais au final, en clair, le ski de boss, ça ne faisait pas vendre de ski. Il n'y avait pas de marché. Il n'y a personne qui achète des ski de boss. Il n'y a jamais personne qui a acheté des ski de boss. Donc voilà, c'était pas enfin entre guillemets l'avenir c'était oui être champion olympique éventuellement avoir du charisme et éventuellement se vendre comme Edgar mais c'était pas le ski de boss ça jamais à l'époque c'était pas vraiment moteur donc voilà mais en tout cas pour poser les bases du problème. Mais c'était pas ça qui a motivé ma décision de toute façon. C'était vraiment la perspective de, de créer quelque chose de nouveau, de dynamique, avec une feuille blanche et énormément de choses à faire. Enfin, il y avait vraiment, on avait devant nous vraiment une feuille blanche côté sportif, parce qu'il y avait tout à faire. Il y avait vraiment une discipline à créer avec tout un changement de style, tout un changement de tout. Il y avait une feuille blanche côté produit, euh, avec énormément de choses à faire évoluer dans le ski. Et le ski twin tip a énormément fait évoluer le ski de manière générale, parce que ça, malgré tout, le talon à l'arrière et le fait que les skis soient relevés à l'arrière, ça a vraiment apporté une skiabilité différente. Et il y a énormément de skis maintenant qui sont sur le marché qui ont des talons qui sont un petit peu relevés, même si c'est pas énormément, même si c'est pas pour aller en marche arrière. Mais en termes de skiabilité, ça change énormément. Euh, et, euh, et il y avait aussi très rapidement, moi j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire côté de création de marque et puis de création d'identité culturelle. Donc moi voilà, c'est quelque chose qui m'a plu et ça a été dur hein, de prendre la décision parce que moi j'étais fondamentalement fort en ski de boss. Je suis pas un sportif surdoué là. C'est pas parce que enfin en tout cas euh, comment dire les tests physiques etc. J'ai jamais été très brillant. Euh, Dans les autres disciplines, à l'entraînement, etc., moi, j'étais jamais le meilleur. Mais en ski de boss, j'étais très bon. Donc oui, le ski de boss, c'était mon sport de prédilection. C'est vraiment là-dedans où j'étais fort. Euh, donc ça a été compliqué d'arrêter, hein, parce que moi, j'avais des ambitions, évidemment, olympiques, champion du monde. Ma mère a été championne du monde de ski alpin en slalom. Donc j'ai toujours rêvé d'être champion du monde. Ah oui, donc tu venais pas d'une famille de néophytes du ski, t'as déjà baigné dedans depuis que t'es né. Ouais, bah, comme beaucoup de gamins en station, je suis pas le seul fils de, de grands sportifs du ski. Puis il y en avait tellement à l'époque là, à l'époque de ma maman, il y avait énormément de très bons, de très bons athlètes français. Mm-hmm. Mais oui, la famille, ça remonte aux grands-parents.
Donc voilà, c'est vraiment, je viens d'une famille de skieurs. Donc tu viens d'une famille de skieurs alpins, donc tu as en plus brisé la chaîne de la famille. Ouais, tout à fait. La honte, l'enfer. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. En tout cas, oui, ça a été dur d'arrêter, mais c'est d'un autre côté, c'est pas été fondamentalement dur puisque moi en tout cas, avec le nouvel encadrement qui a été mis en place après Nagano, ça s'est pas super bien passé. Donc il y avait une approche un petit peu militaire là, ce que j'ai pas trop compris jusqu'à ce jour. Je crois qu'on ne comprendra jamais. Donc tout le monde devait faire pareil. C'était un peu étrange. Et surtout, on n'avait pas le droit de s'investir dans les nouvelles disciplines. Donc à un moment donné, ils m'ont un peu fait comprendre qu'il fallait choisir. Ce que je conçois, mais bref, à l'époque, j'avais pas l'impression que c'était fondamentalement néfaste. Moi, tout ce que je voulais, c'est skier le plus possible. Et puis, tout ce que je voulais, c'était aussi apporter de la fraîcheur dans la discipline du ski de boss, et notamment en apportant toutes les choses qu'on pouvait faire dans les nouvelles disciplines. Et nous, toutes les personnes qui ont un peu, toutes, pas forcément intégralement toutes, mais beaucoup des personnes qui ont fait naître ces nouvelles disciplines étaient les skieurs de boss. Et pendant un moment, on voulait vraiment changer le ski de boss, lui apporter les grabs, les secoules, pouvoir mettre la tête en bas, etc. Et on s'est retrouvé contre des murs par rapport aux fédérations, par rapport aux juges. Ça a été assez lamentable. Je comprends toujours pas que des juges puissent freiner le développement d'une discipline créative comme ça. Est-ce qu'on était capable de faire à Salt Lake City? Est-ce qu'on aurait été capable de faire à Salt Lake City? Les bosseurs et la discipline des boss l'ont fait 8 ans plus tard. En tout cas, il y a un retard de quasiment une décennie parce que donc moi je considère que c'est les juges et puis et bien souvent les coachs qui ont pas compris que le sport pouvait évoluer et comment il pouvait évoluer. Je trouve qu'il a évolué d'une manière très très formelle et j'ai un profond respect pour les athlètes, attention, mais je trouve que la discipline est hyper rébarbative et qu'ils font tous la même chose. Ils font des choses extraordinaires, mais c'est un peu, en tout cas moi je regarde pas. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment des belles intentions qui ont pas été suivies. Donc, pour toutes ces raisons, j'étais aussi à un moment donné bien content d'arrêter tout ça et puis de fabriquer un sport où tout était permis, tout simplement, quoi. Si on voulait faire un 7-20 avec la tête un petit peu en bas, on faisait un 7-20 avec la tête en bas et puis il y avait pas quatre blaireaux pour te juger et te dire qu'il fallait pas mettre la tête en bas. Il y avait le public et puis les gens étaient contents généralement. Et puis ils avaient bien et puis les gens aiment bien quand c'est nouveau et quand c'est pas forcément formaté et que c'est à l'énergie, quoi. Ils jugeaient à l'énergie, à l'envie, il y a un mec qui envoie, qui sait prendre des risques, etc. Et ça, le public il comprend très vite, quoi. Alors que les juges, ils jugent tu fais une faute à droite, il y a un petit bout de bâton qui est mal planté, tu perds des points et qu'ils comprennent pas la prise de risque, l'innovation, la créativité, quoi. Et c'est ce qui a vraiment manqué au ski de boss et c'est une des raisons pour laquelle on s'est tous barrés. Alors, ce qui explique peut-être aussi l'avènement de tous ces nouveaux sports, de ces sports assez créatifs, alternatifs, de ces sports extrêmes où il y a tant d'athlètes d'anciens sports qui excellent et puis le public qui plébiscite ça énormément. Et peut-être aussi ce qui explique cet avènement, comme tu l'as dit
pendant ta première partie d'intervention pour la photo, la vidéo, le fait que ces sports-là vivent aussi par les médias et que ce soit le public qui le plébiscite et plus des entre guillemets des juges en rond de cuir qui restent assis sur leur chaise et qui attendent de voir la prochaine faute technique qui va se passer. Ouais, clairement, moi, je pense que c'est ça. Après, les disciplines, elles vivent avec les gens. Si on fait du ski de boss juste pour se regarder le bout des spatules tous les 4 ans dans un nouveau pays du monde, c'est pas très intéressant. Moi, l'ambition, quand on a commencé, quand il y a les nouvelles disciplines qui sont créées, moi, mon ambition, c'était de voir des snowparks avec bourré de skieurs dedans. Je voulais que les gamins ils s'amusent, les gamins, enfin, j'en faisais partie, des gamins, mais je voulais qu'il y ait des snowparks, qu'il y ait des skieurs, qu'il y ait des gens qui achètent des skis, qu'il y ait des gens qui vivent le ski, quoi. Qu'il y ait des gens qui vivent le sport. Pas avoir un sport où on est 50 pecnos à descendre des bosses et puis c'est terminé, quoi. Il y a personne qui regarde, il y a personne qui regarde, les télés en veulent pas. C'était ça le ski de boss à l'époque. Nous, on voulait faire des trucs cool où il y avait de l'engouement. Comme je te dis, je pense que c'est à mon sens ce qui explique cet avènement pour les nouveaux sports. Un petit peu le ras-le-bol de certains sportifs qui étaient plus créatifs, plus innovants, et puis surtout le public qui adoube cette nouvelle génération ou cette nouvel entrain pour des nouveaux sports. Si on revenait un petit peu sur les différentes phases de tes carrières sportives, puisque l'essence même de ce podcast dans les vestiaires, c'est de revenir justement sur les moyens que vous mettez, vous, les sportives et les sportifs, pour financer vos carrières. Tu l'as dit, sur la première partie de ta carrière, quand tu étais en ski alpin, en ski de boss, au bout d'un moment, ça commençait à devenir difficile avec les marques, avec les sponsors. Comment est-ce qu'on vit dans ce monde-là? Est-ce que c'est un tout petit peu d'aide de la fédération? Est-ce que c'est un petit peu d'aide des amis et un petit peu d'aide, je sais pas, de la ville, de la région, des instances du ski en général, ou est-ce qu'il faut se battre au quotidien pour essayer d'avoir un ou deux sponsors, alors pas que pour le matériel, mais aussi des sponsors qui te filent un petit chèque de temps en temps. Tu l'as dit, t'as fait quelques compétitions. Est-ce qu'il faut faire la course aux compétitions, la course au prize money? Comment on vit ça, et surtout quand on a 17, 18, 19 ans, quoi? Écoute, je crois que chacun a son petit pan d'histoire là-dedans, et pourra questionner tous les sportifs, ils sont démerdés un petit peu différemment. D'où l'attrait de ce podcast. Je suis certain que je m'embêterai jamais parce que vous avez tous des techniques différentes. Et on a, en tout cas moi, en parler de moi, ce sera plus simple. Moi, j'ai eu un peu de chance, comme je l'ai dit au début. J'ai fait 2 compétitions qui m'ont rapporté un petit peu d'argent, qui m'ont permis de continuer à financer mes saisons. Évidemment, au début, on n'a pas besoin de grand-chose. Et petit à petit, j'ai dû aller commencer à signer des contrats. Et les petits contrats, voilà, tu fais des calculs, tu vois ce que tu as besoin. Et puis généralement, ça finance ta saison et tu remets tout dans le pot pour aller skier, quoi. Donc c'est un peu ça la règle générale des skieurs que je connaissais. On faisait un petit peu d'argent, puis on essayait de tout remettre pour faire des voyages, faire nos films, faire nos vidéos, nos photos. Mais moi, ça a été principalement financé par du sponsoring, parce que j'ai pas fait de compétition. Donc je suis pas allé à la course au prize money. Et donc c'était signature de contrat et puis voilà. Donc c'était pas hyper compliqué, mais on a eu la chance à cette époque-là d'avoir qui était capable d'allonger un petit peu d'argent pour qu'on puisse survivre. Généralement, en tout cas moi, ça a toujours été le cas. C'était un peu la survie point barre. Après, je me plains pas du tout, mais ça n'a jamais été le jackpot.
au début, il y avait eu un petit peu d'aide de la Fédé, qui est vite partie, évidemment, vu que j'ai arrêté. Et ensuite, moi, j'ai fabriqué ma marque assez rapidement en 2001. Attends, on va revenir là-dessus peut-être un petit peu après. J'ai encore pas mal de questions. Ouais. Justement, quand tu dis que tu avais un petit peu d'aide de la Fédé, quand tu dis que tu survivais avec l'aide des sponsors, est-ce que tu te souviens et est-ce que tu veux en parler à peu près des montants que ça représentait? Ouais, est-ce que c'était quelque chose de décent ou est-ce que c'était juste vraiment survivre, quoi? Tu t'achetais un paquet de pâtes tous les 2 jours et puis t'essayais de pas trop taper dedans parce que de toute façon, tu savais pas ce que tu avais pour le troisième? Alors, à la Fédé, à la Fédé, j'ai commencé à gagner ma vie parce que j'ai fait 9e du circuit du monde en 98, donc j'étais en élite. Et en élite, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'on gagnait 500 francs par mois. Alors, francs, 500 francs. On parle même pas d'euros, hein, chères auditrices, chers auditeurs, on parle de francs. Hein. Mais je m'en rappelle plus. Enfin, en tout cas, c'était pas grand-chose. Mais moi, à 18 ans, je trouvais ça déjà bien cool. Ouais. Parce que je me rappelle, j'ai été très copain avec Yannick Gavaggio, parce qu'on a fait nos études un peu ensemble. Il était un peu plus vieux, mais on était dans la même école pendant un moment. Et Enak était un peu dans la même situation parce son père était pas dans la région et qu'il avait un petit appart sur Bourg-Saint-Maurice et puis qu'il devait un peu gérer sa vie comme elle était tout seul, quoi. Je me souviens qu'on passait un petit peu de moments ensemble et puis qu'on s'est dit bon, pour bouffer, il nous faut un minimum de ça. Et puis c'était un peu le maître étalon, c'était la bouffe. Et puis moi j'ai jamais manqué d'argent pour manger, donc à partir de ce moment-là, c'était déjà pas mal. Et puis après j'avais quand même du soutien un petit peu de ma famille, même si c'était très particulier, je savais que j'avais du soutien, mais j'avais une volonté de me débrouiller par moi-même. Ensuite il y avait un peu l'argent des véhicules, des déplacements, etc., qui ont été assez vite pris en charge pour les gros trucs par mes sponsors. Okay. Mais oui, c'est mon premier contrat en Rossignol. Je crois que c'était 20 000 francs. Et c'est pareil, j'ai des vagues souvenirs. Donc assez dur à dire, mais c'était pas énorme, hein. C'était vraiment de quoi passer les hivers et puis s'acheter à manger. Après le reste, on payait pas grand chose, hein. Dès qu'on était en déplacement, c'est les sponsors qui payaient. Et puis forfait, évidemment, j'avais un petit sponsoring aussi avec la Plagne pendant un moment. Donc forfait, on payait pas. Et puis les fringues, tu payes pas. Il y a plein de choses que tu payes pas quand tu es athlète. Donc voilà. Et puis à 18 ans, t'as pas besoin de grand chose. Ça justement, c'était la phase où tu étais dans le ski alpin ou dans le ski de boss. Est-ce que la Fédé vous aidait aussi un petit peu pour tout ce qui était déplacement ou c'était uniquement pour les déplacements officiels, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Jeux Olympiques? Nous, c'était assez centralisé sur Albertville et Annecy. Alors, une fois que tu arrivais à Annecy, de toute façon, tu rentrais dans le bus de la Fédé et puis ils payaient l'hôtel et la bouffe. Hein. Ouais. Donc voilà. Tant que tu manges, tu peux t'entraîner. Et est-ce que vous aviez des structures d'accueil enfin, tu dis que vous aviez un petit appart, mais est-ce que c'était des apparts mis à disposition par la Fédé, justement, ou par l'école, puisque tu disais que tu as fait un sport-études ski, ou vous preniez votre appart de votre côté? Alors, moi, j'ai toujours eu la chance, justement, d'avoir eu un logement familial. Donc, ça m'a quand même vraiment bien aidé. Bon, c'est toujours ça en moins dans le budget, même si ça fait des frais des fois. Mais bref, ça de ce côté-là, j'ai eu cette chance. Mais la Fédé, ils mettaient un petit peu, il me semble, à disposition des petits apparts sur Annecy pendant un moment. Moi, j'en ai jamais eu le besoin. Et sinon, on était logé avec l'école.
et voilà. Là, c'était la première partie de ta vie de skieur alpin et de bosseur. Enfin, de ski de boss, hein, ski alpin, j'ai arrêté à 12 ans. Et puis, donc après cette partie de ski de boss, de bosseur en ski de boss, tu t'es décidé à bosser tout court pour te mettre dans un nouveau sport qui n'existait pas encore, ou du moins qui n'était pas encore cadré. À ce moment-là, comment est-ce que tu faisais pour vivre? Alors, tu nous as dit au début que tu avais un petit peu axé tout ça sur les médias, sur la photo, sur la vidéo. Comment ça se passe pour un athlète qui veut vivre de son sport, qui veut créer ce sport et qui en plus va chercher des gens à qui vendre des images, des gens à qui vendre des documentaires? Comment est-ce qu'on vit en tant qu'athlète et pas athlète de haut niveau, parce que j'imagine que si c'était un sport non fédéré, vous aviez pas le statut de sportif de haut niveau qui est délivré par le ministère des Sports. Ah, ouais, enfin, moi, je l'avais eu en tant que skieur de boss, et puis avec ma petite carrière, là, j'étais allé aux Jeux Olympiques, etc. J'ai profité d'avoir le statut d'athlète de haut niveau. Enfin, alors après, je sais pas à quoi ça sert ce truc. Enfin, je sais à quoi ça m'a servi, moi, c'était à passer mon monitorat de manière un peu plus expéditive, mon monitorat de ski. Mm-hmm. De manière un peu plus expéditive que de le passer en candidat régulier. Donc ça, c'est sûr que c'est super bien pour les sportifs du milieu du ski, mais effectivement, il faut faire partie des disciplines qui ont le label, enfin qui sont FFS en fait. Mm-hmm. Et il y a des quotas, etc. C'est un sujet assez polémique, mais je dirais juste ça, en fait. C'est polémique. Okay. Tu restes politiquement correct? Non, on pourrait en débattre, mais le monitorat de ski, moi j'en ai profité, hein, je suis très content. Je suis moniteur de ski, mais il y a donc le monitorat en France. Quand tu es moniteur de ski, tu es moniteur de snowboard aussi. Donc, un champion olympique de ski alpin, il va être moniteur de snowboard, mais il ne sait pas faire du snowboard. Ça, je peux vous le garantir. Mais un champion olympique de snowboard, il ne sait pas faire du ski. Mieux que le skieur alpin sait faire du snowboard, mais il ne sait quand même pas très bien faire du ski. Mais on lui impose de devoir bien faire du ski pour avoir son monitorat de snowboard. Parce que l'ENSA, c'est le ski. Mais il délivre quand même des attestations de moniteur de snowboard, mais faut quand même savoir faire du ski, il ne faut pas déconner. Mais par contre, les skieurs, faire du snowboard, c'est pas très grave, quoi. Et ça, je trouve ça profondément injuste et profondément étrange qu'on ne respecte pas les qualités des snowboarders et qui se voient affligés de semaines en plus pour de leur mise à niveau en ski et qu'on les prenne pour des pignoufs, quoi. Alors que voilà, si tu as des champions olympiques de snowboard, ils vont enseigner du snowboard, quoi. Bref, je trouve ça assez étrange, mais le fait que d'ailleurs le monitorat de ski et de snowboard soit si lié et délivré en même temps et pas avec vraiment les mêmes compétences dans ces deux disciplines, et ça est assez étrange. Mais en tout cas, oui, le statut de haut niveau, pour revenir au statut de haut niveau, ça donne ça pour les sportifs du ski, du milieu du ski qui sont dans les fédérations. C'est-à-dire que si tu es champion du monde de freeride, tu as le droit à rien. Tu passes ton monitorat en candidat libre. Bon, après, voilà, hein, on fait pas j'imagine que les gens s'engagent pas dans des carrières de sportifs pour avoir ce genre de petits avantages. Moi, j'y avais jamais pensé et je m'en foutais complètement. Donc, oui, c'est dommage que une fille comme Marion Herty, par exemple, qui est triple championne du monde de freeride en snowboard, n'ait pas son monitorat de snowboard de manière accélérée. Mais voilà, après, c'est des avantages. Je ne sais pas pourquoi on les a d'ailleurs, ces avantages, parce que
Entre être bon en ski et savoir enseigner le ski, il y a aussi une belle différence. Euh, mais c'est sans doute des avantages qui nous permettent d'avoir une reconversion. Et effectivement, les gens qui font du freeride n'ont pas accès à ça. Et c'est un peu plus compliqué parce que malgré tout, le monitorat en France, c'est quand même une belle. C'est pas évident à avoir. C'est beaucoup de stages, c'est beaucoup d'heures de formation. Et je pense que quand tu es en pleine carrière sportive, t'as pas forcément le temps de le faire. Et si tu finis ta carrière à 35 ans, est-ce que c'est à 35 ans que tu vas avoir l'énergie, la motivation pour te retaper encore 3 ans de formation dans un sport que tu considères maîtriser relativement bien? Effectivement, c'est questionnable. Donc voilà, le statut de haut niveau, en clair, ça sert à ça. Si ça sert à autre chose, j'étais pas au courant. Ouais, ça sert peut-être à avoir quelques aides de la part du ministère, non? Et encore, c'est pas grand-chose. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu et je sais pas. Honnêtement, je sais pas si ça aide. J'ai aucune idée en fait. Je sais pas du tout. Moi, j'étais pas dans cet esprit. Ça m'intéressait pas ça. Moi, je voulais juste faire mon sport, créer. Et j'étais pas dans l'esprit, ok, j'ai le statut, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que machin. J'ai fait mon monitorat très tard parce que principalement tous les stages étaient en fin de saison. Moi, en fin de saison, je partais skier enfin, traditionnellement, la fin de saison pour un freerider, c'est une période très occupée parce qu'il y a de la bonne neige et il y a plein de conditions qui sont bonnes pour filmer. Donc c'est pas le moment de m'investir dans le monitorat. Mais voilà, je me perds un petit peu là. Mais alors du coup, revenons-en à la question que je t'avais posée avant de parler du haut niveau, c'est comment est-ce que, une fois que tu as décidé de switcher vers ce nouveau sport, comment est-ce qu'on vit, non seulement financièrement, mais aussi comment est-ce qu'on vit la création de ce sport, l'encadrement du sport, la fédération, et puis d'un point de vue financier, comment est-ce qu'on vit aussi, comment est-ce que tu vas chercher des gens à qui vendre des images, comment est-ce que tu vas chercher des sponsors, que ce soit des sponsors matériels ou des sponsors alimentaires ou des sponsors financiers. Ouais. Comment est-ce que, en tant que petit jeune d'une vingtaine d'années, on se lance là-dedans? Nous, c'était assez simple. Hein, à l'époque, la configuration, c'était t'es bon, t'es dans les meilleures vidéos. Si t'es dans les meilleures vidéos, entre guillemets, il y a moyen d'aller chercher de l'argent avec des sponsors. Okay. Pour être dans les vidéos, tu vends pas tes images pour être dans les vidéos, tu donnes ton temps et ta santé pour être dans la vidéo. Et le producteur, il est bien gentil de te filmer, entre guillemets. Ok. J'ai eu un projet où j'ai été payé pour filmer, pour être dans une vidéo. Et c'était un projet très particulier. C'était un film IMAX. Mais toutes les vidéos, les petites vidéos et les productions de vidéos spécialisées, tu penses bien que les producteurs aient gagné encore moins de sous que nous. Donc, c'était pas eux qui allaient payer pour acheter des images. Eux, ils payaient déjà pour envoyer des filmeurs nous filmer. Donc voilà. Alors du coup, comment est-ce qu'on évolue dans ce milieu-là? J'imagine que pour rencontrer des producteurs qui vont faire ces films et t'envoyer un vidéaste, un caméraman, il faut quand même bien te faire connaître. Donc comment est-ce que tu vas vers eux? Comment est-ce que tu vas à leur rencontre? Est-ce que c'est être toujours présent sur les pistes? Est-ce que c'est alors à l'époque ça devait être filmé à la VHS et envoyer des cassettes à droite à gauche comme on peut l'entendre aussi parfois pour les musiciens, pour les artistes, ou est-ce que c'est du bouche à oreille, est-ce que c'est du réseau? Comment est-ce qu'on se débrouille pour ressortir de tout ça? Bon, à l'époque, je pense qu'on n'était pas plus d'une quinzaine à faire ça. Donc après, il y avait le milieu du freeride qui était un petit peu plus ouvert avec plus de monde, et les producteurs venaient plus de ce milieu. Mais
moi, je me suis vite bien entendu avec Johnny de Césari, avec qui j'ai filmé la plupart des films dans lesquels je faisais partie dans ma carrière. C'est Power Boys Production. Une fois qu'on s'était bien entendu, voilà, c'était parti. On savait qu'on allait travailler ensemble. On se faisait des plans pour la saison qui arrivait, avec des trips, notamment, moi j'ai passé quelques hivers à Whistler, au Canada, pour vraiment me concentrer sur la discipline backcountry, donc en poudreuse. Et voilà, j'avais loué une baraque là-bas, acheté des motoneiges pour accéder aux zones qui étaient bien. Et puis voilà, enfin, t'essayes de faire les plans et puis essayer de bien performer pour être sûr d'être dans la vidéo, parce que si tu performes pas bien, soit tu auras une mauvaise part, soit tu seras pas dans la vidéo. Et puis là, l'année d'après, les sponsors ils vont pas forcément être contents. Et donc là, tu parles de tes sponsors, c'est-à-dire que tu avais des marques, tu avais des fabricants, tu avais des constructeurs de matériel de ski, principalement spécialisés dans le freeride, qui te suivaient, qui te faisaient un petit chèque en début d'année ou qui simplement te filaient du matos. Comment ça se passe à cette époque-là pour toi? Bah, c'est ça, c'est Rossignol, Oakley, Rossignol et Oakley, moi j'avais à l'époque, il me semble. Donc tu as un contrat début de saison et puis voilà, un petit peu d'argent et du budget voyage pour financer les voyages et puis le film. Et puis croise les doigts pour que tu fasses une bonne saison. Alors, tu te souviens un petit peu des montants? Est-ce qu'on parle de centaines d'euros, de milliers d'euros, de dizaines de milliers, de centaines de milliers? Alors c'est pas pour être indécent, mais c'est simplement pour fixer un peu le débat et puis que les auditeurs comprennent un petit peu à quel point ça peut être difficile et le stress que ça peut générer tous les ans en début de saison, quoi. Oh, j'étais pas trop stress, moi. J'ai l'impression. Mais c'était quoi? C'était 15 000 euros, je crois. 15 000 sur les skis, peut-être 5 000 sur les masques. Peut-être 2-3 000 avec la station. C'est à peu près ça, je pense que. Tout ça, c'est 25 000, ouais. Et ça, c'était de la dotation produit ou c'est des chèques? C'était de l'argent. Ouais. Ok. Et donc. Avec du budget voyage. Et le budget voyage, je l'avais avec Rossignol uniquement et ça me permettait quand même de bien bouger. Ok, donc pour récapituler un petit peu, cette deuxième vie que tu as vécue après les JO et après le ski de boss, c'était aller prendre du plaisir à pratiquer ton sport, du freeride, et avec le support de tes sponsors, des marques qui te filaient un petit peu de pognon pour apparaître sur toi, pendant que toi, tu essayais de te débattre pour t'entraîner au mieux et apparaître dans les vidéos avec les plus grands producteurs pour que ton image et par ricochet l'image de tes sponsors soit relayée. Ouais. Après, la notion de plaisir, il ne faut pas qu'elle prédomine dans le discours parce que je pense qu'elle était la même qu'un sportif classique qui s'entraîne pour les championnats du monde, etc. Enfin, c'est pas on part pour se faire plaisir. Enfin, en tout cas, moi, pour bien comprendre notre métier, quand il y a une journée de poudreuse, pour faire ce qu'on a à faire, généralement, moi, je fais un run dans la journée. C'est-à-dire que je patauge dans la neige, dans la poudreuse toute la journée. Et au final, j'ai fait un run quand, si j'y allais pour mon plaisir, j'en ferais 10 ou 15. Ouais. Et c'est compliqué de filmer. Moi, j'ai passé les 4 jours à construire des seaux. 4 jours avec une pelle, à brasser de la neige pour fabriquer un seau. Et après ça, tu le sautes, tu as 2 images qui constituent à peu près 8 secondes d'images sur ta carte. Et ça, voilà, c'est 5 jours de travail. Donc mais moi, j'adorais. Hein. Il n'y a pas de souci. Je me plains vraiment pas. Mais il faut comprendre ce que c'est. C'est pas quand vous nous voyez faire un gros slash en poudreuse, derrière, quand
identité abominable de travail. Faut que le caméraman il fasse bien son boulot, faut qu'il soit au bon endroit. Et puis la neige, c'est un élément qui est, je pense, le plus dur à travailler en sport et en image, parce qu'il y a toujours un peu de travers, ça tu peux être sûr. Et donc c'est toujours très compliqué, quoi qu'il arrive. Il n'y en a jamais de facile, comme on disait à l'époque. Et voilà, donc la notion plaisir, c'est plaisir de travailler et de créer, mais c'est pas youpi, youpi, on y va et puis on fait des bouts toute la journée, on descend dans les pentes. C'est pas ma façon à moi de faire du ski, qui ai découvert le ski il y a 3-4 ans, où je m'amuse à descendre une piste et j'ai horreur de me retrouver dans le tire-fesse parce que finalement on perd du temps. Et ouais, moi généralement je fais un run dans la journée quand je travaille. Alors ce qui est pas mal, c'est que tu dis 4 jours avec une pelle à créer des tremplins, ça t'évite un petit peu de prépa physique derrière. Tu l'as fait pendant que tu crées tes tremplins, quoi. Ouais, des kilos de neige j'en ai brassé, ouais, ça c'est sûr. Bon, revenons un petit peu un peu plus sérieux. Donc ça c'était pour ta deuxième vie et finalement tu as commencé à nous le dire tout à l'heure, mais je t'ai arrêté un petit peu pour qu'on déroule le fil tout en découvrant cette deuxième vie. Tu t'es aussi lancé dans une troisième vie qui était celle justement d'aller créer tes produits pour toi, pour les autres. Quelle était ta motivation en fait? La motivation, c'était vraiment de faire quelque chose qui était à moi, avec du contrôle. Et ouais, je crois que c'était ça, fondamentalement. Parce que j'étais chez Rossignol, ça se passait relativement bien, mais entre guillemets relativement mal, parce que les gens étaient gentils. Moi, je suis très satisfait de mon passage chez Rossignol. C'est une marque que j'aime bien, avec des gens qui ont toujours été assez droit et très sympathique, mais ça se passait mal dans le sens où j'arrivais pas à voir ce que je voulais, ce que j'avais dans la tête. Et puis il y avait énormément d'inertie dans la prise de décision, ce que je comprends totalement. Hein. C'est comme ça. Et encore qu'on a réussi à faire des trucs assez incroyables, je trouve. Ouais, c'est assez incroyable parce que moi je me rappelle, c'est un fait marquant que j'ai vu chez Rossignol, c'est j'étais dans le bureau du marketing France et puis comme d'habitude je gueulais parce que j'avais pas ce que je voulais. J'avais pas les skis que je voulais, etc. J'étais là, il me faut des skis comme ça, blablabla. Et puis évidemment, les gars au marketing France, tu penses bien que dans une grande boîte comme ça, ils disent oui, et puis ils peuvent pas faire grand chose. C'est du développement. Le développement, c'est d'autres personnes, etc. C'est des enjeux qui sont quand même pas anodins parce que voilà, développer une paire de skis, il faut que ça rapporte de l'argent. Écouter un jeune de 18 berges, pourquoi ce que je conçois, mais en tout cas, j'étais en train de gueuler. Et là, il y a un mec qui est derrière moi et qui m'entend. Et ce mec, c'était Henri Deborde, qui était le patron de la section recherche et développement chez Rossignol. Et il vient me voir et me dit, mais c'est quoi que tu veux en fait? Il se présente, tout ça, et puis là, je continue à gueuler, quoi. Enfin, je continue à gueuler gentiment, quoi. Je lui explique ce que je veux. Et il me dit, ouais, pas de souci, moi, je vais te le faire. Parce que lui, il était à la recherche de ça. C'était c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. C'est trouver les idées de demain. Et 2 mois plus tard, j'ai eu mes skis. Et ça, c'était génial, quoi. C'était génial parce que, voilà, par hasard, j'ai rencontré la bonne personne. Après, on a fait 2-3 projets ensemble qui étaient super intéressants et marrants. Et malgré tout, ces skis ont lancé quelque chose chez Rossignol. Il y a aussi eu, à l'époque, je ne sais plus qui c'était le patron, mais il y a le patron qui s'est mis dessus, qui a skié avec ses skis. C'est ce que je disais au début. C'est que ces skis, même si tu n'es pas freestyler, ils apportent vraiment une facilité, un côté ludique. Les skis de freestyle, c'est des super skis à tout faire.
et pour tout le monde et qui restent quand même bien performants. Donc c'est quand même des skis qui sont très cool à skier. Et le patron s'était mis dessus parce qu'il voilà, il testait un peu tous les produits qui sortaient. C'était un petit peu plus tard. Hein, c'était un peu, je pense que ça devait être 6 mois ou 1 an après les premiers protos qu'on avait eus. Et il a dit, mais ces skis sont géniaux. Et à partir du moment où le patron dit ces skis sont géniaux, voilà, Bah forcément, ça lance toute une chaîne. ça lance tout un truc. Et voilà, ça a débloqué un petit peu le processus. Et moi, ça m'a vraiment permis de m'intéresser au développement parce que j'avais des idées en tête et que je voulais les voir réaliser. Évidemment, que même rencontrer Henri et être dans un gros groupe, c'est jamais facile. On avait eu le ski freestyle, maintenant moi je voulais un ski de freestyle backcountry, donc plus large. Enfin, j'avais mes idées en tête. Pour un tire-fesse, j'en avais parlé à un mec de Salomon à l'époque, et eux, lui, ils m'avaient écouté. Et ils avaient sorti le premier ski de freestyle backcountry. Et il m'a dit quelques années après, il m'a dit, tu vois, ce ski-là, c'est à cause de toi qu'on l'a sorti. Ouais, il faudrait pas que Rossignol écoute alors. Bah si, il devrait, parce que ça leur permettrait de... Bon, après, voilà, moi je dis pas que, tu vois, les gamins de 18 berges qui disent des conneries, on a plein. Et puis après, c'est dur, c'est compliqué de faire totalement confiance. Et puis les projets, de manière rétrospective, c'est facile à dire. Mais forcément, quand tu es dedans, je comprends que voilà, ils n'aient pas chopé l'opportunité, c'était pas ce qu'ils avaient envie de faire, c'était pas leur focus. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça, de toute façon, que moi, je me suis barré et que j'ai voulu faire ma marque. Parce que je voyais bien que les enjeux à mon niveau n'étaient pas les mêmes qu'à leur niveau. Et que j'allais passer mon temps à armer, à essayer de frapper aux bonnes portes pour avoir ne serait-ce que le matériel qui pouvait me permettre de performer. Enfin, on en était là. Donc voilà, l'intention de créer sa marque, c'était aussi pour avoir les skis qu'il nous fallait et exactement comme il nous fallait. Et c'était vraiment pas facile. Rien que les relevés de spatule à l'époque, c'était très standardisé dans le milieu du ski. Donc il y avait des relevés de spatule avec des rayons de 160 à 190, je crois. Et nous, on voulait des skis avec des relevés de spatule avec des rayons plus longs. Et ça, abominable à faire changer les codes. Parce que tu as toute une usine qui est faite avec de l'outillage pour des relevés de spatule de rayons de 190 et que les mecs n'ont absolument pas envie de changer ça. Quoi. Parce que ça coûte un peu non fou, ça demande de recalibrer toutes les presses et ils veulent pas. Et ils veulent même pas, en fait, à l'époque, ils voulaient même pas, ils bloquaient parce qu'ils savaient que s'ils ouvraient ça, c'était la boîte de Pandore et que chacun voulait son relevé de spatule avec un rayon différent. C'est des petits problèmes comme ça qui sont compréhensibles, hein, c'est les problèmes industriels dont on a été confronté directement quand on a créé notre marque, hein, parce qu'il a fallu trouver des partenaires, il a fallu leur expliquer qu'on voulait ci, qu'on voulait ça, que ça n'a pas été facile. Mais par contre, là, c'était nous les patrons et c'était nous qui dirigeons la marque et c'était super intéressant. Comment est-ce que on crée une marque de ski justement ? La première marque que j'ai créée, c'est Armada. C'est une marque qui était vraiment dédiée au ski freestyle et qu'on a créée en 2001 avec JP Auclair, Jeff Cusson, Boyd Isley, Tanner Hall, deux autres personnes qui étaient plus business et puis moi en athlète. Et moi, j'ai arrêté l'aventure avec Armada en 2009 pour rejoindre 2 ans après la création de Black Rose. Donc, je suis pas créateur de Black Rose. Je suis pas un fondateur, mais quand même, je fais partie de l'histoire de cette marque sur beaucoup d'aspects, notamment sur le design des skis, le marketing, et puis ce qu'est la marque, parce que j'ai énormément travaillé depuis
depuis 10 ans. Mais la marque que j'ai créée de mes propres mains, c'est pas Black Rose, c'est Armada. Et comment on arrive à créer une marque comme Armada? Et ben, l'intention, c'était ça. C'était déjà une intention produit, donc pour avoir les skis qui nous convenaient le mieux. Et puis aussi une intention marketing, parce que ce soit des GP Leclerc, Cuisson, etc., on n'était pas très content de la manière dont on était marketé chez les majors. Quelle a été un petit peu votre stratégie pour faire connaître la marque? Alors plutôt, non, je vais poser la question autrement. Est-ce que, du coup, pour vous aider à faire connaître votre marque, et comme ça commençait à bien marcher, vous avez aussi décidé de soutenir des petits jeunes, que ce soit financier, matériel ou autre, ou est-ce que vous avez d'abord essayé de vendre vos produits et puis après de voir venir et commencer à soutenir du monde derrière? Déjà, il a fallu trouver le financement. Et déjà, il a fallu faire un business plan pour trouver un cadre de financement. Donc ça, qui a été fait, qui a été réalisé, on a pu être financé et puis on avait un cadre de business. Et ensuite, la stratégie marketing, elle était je sais pas si on peut dire que c'est simple, mais nous c'était intime, élite. Avec des mecs qui font des gros segments, qui tiennent le devant de la scène sur les compétitions et les photos, les vidéos, et puis voilà. Et puis c'était aussi le moment où tout le monde attendait un petit peu quelque chose de différent dans le milieu du ski. Donc voilà. Après, il a fallu avoir une stratégie commerciale. C'est 2001, il n'y a pas vraiment la vente sur Internet, elle est inexistante, donc voilà, conquérir des shops et puis créer une identité. Nous, on a toujours voulu vraiment créer aussi une identité culturelle du ski, quoi, de tout ce pan alternatif du ski. C'était entre guillemets la fabrication de la culture freestyle, donc avec tout ce qui va avec. C'était les athlètes, c'était aussi le design de nos skis, qui était très dérivé de la culture skate, avec des designs qui étaient complètement à l'opposé de ce qu'on fait chez Black Rose d'ailleurs. Mais c'était très graphique dans le sens plus peinture, art que du graphic design à Black Rose. Mais voilà, c'était très dérivé de culture skate urbaine. Et l'idée, c'était de conquérir le marché de cette manière, hein, en créant une marque qui parlait aux jeunes, et puis aux jeunes qui avaient le potentiel d'acheter ses skis, et puis aussi et surtout de développer la pratique. Parce qu'à l'époque, en 2001, la pratique du ski freestyle, elle n'était pas énorme. Donc voilà, faire connaître le sport et puis développer le sport. Alors 2001, ça veut dire que tu étais tout fraîchement, pas arrivé depuis très longtemps dans le freestyle. Comment est-ce que tu arrivais à joindre les deux bouts entre Armada et Rossignol? Tu avais déjà quitté Rossignol quand tu as monté Armada, ou tu as continué un petit peu en parallèle? Et comment est-ce que Rossignol l'a pris? En parallèle, non, parce que j'avais un contrat avec Rossignol, il a fallu l'arrêter. Bon, pour Rossignol, ils l'ont pris. Et à l'époque, ça venait de changer de team manager. Le team manager qui était passé, c'était un de mes coéquipiers ski de l'époque. Je pense qu'il y avait, je dirais pas de la jalousie, mais en tout cas, ça n'a pas embêté que je m'en aille. Parce que voilà, ce sont des skieurs, il y en avait d'autres. Moi, j'avais vraiment aidé à monter aussi le team freestyle ski chez Rossignol à l'époque. Mais bon, je ne veux pas vraiment remercier pour tout ça. Mais comme je dis, moi, je n'ai pas d'animosité envers Rossignol. C'est quand même une marque qui m'a beaucoup soutenu. Mais voilà, de toute façon, j'avais pris ma décision. Je me suis barré. Pas marre. Fin de contrat, pas de renouvellement de contrat. Et puis, ciao, bye. Ok, et donc c'est à ce moment-là que l'histoire a commencé avec Armada. Nous, en parallèle, on a bien été obligé de bosser sur évidemment sur le projet en parallèle. Et une fois que le projet était signé, etc., on a pu
On a pu, mais oui, de toute façon, moi, en tant qu'athlète et tous les athlètes qui ont fait partie du projet Armada, on ne pouvait pas perdre une année sans sponsor et sans financement. Donc, il a fallu monter le projet en fin de saison. On était encore sous contrat, mais voilà, on a travaillé en sous-marin pendant une partie de la saison, à faire fabriquer des protos avec notre argent, à les tester un petit peu là où les gens ne voyaient pas. Et puis une fois qu'on a trouvé les financements, c'était le début de saison d'après, et puis on a dit au revoir à nos sponsors. Et oui, on a eu une petite période où on était un petit peu entre deux, et on a dû voilà, faire comme ça. Et c'était impossible pour nous de faire autrement, parce que de toute façon, avec ce qu'on était payé, on n'avait pas une saison d'avance, ça c'est sûr. Est-ce qu'à ce moment-là, t'es quand même serein, ou t'as un peu, si ce n'est du stress, t'as un petit peu la boule au ventre que quelqu'un chez Rossignol se rende compte, ou que ça fuite, ou que du coup, comme tu le dis, t'as pas une saison d'avance, et en plein milieu de la saison, tu bosses un peu en sous-marin, quelqu'un s'en rende compte, et là, ça fout en l'air ce qui te reste de saison, et donc que tu risques de finir sous les ponts parce que t'as plus aucun revenu. Ou c'était l'insouciance la plus totale? Je l'ai pas vécu comme ça. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y a un mec du team Rossignol qui était venu skier à Whistler. Moi, j'étais en train de tester des skis, justement, les premiers Proto Armada. Je lui ai quand même dit, ferme bien ta gueule. Je lui ai quand même dit, écoute, t'as rien vu. Voilà. Mais bon, ouais, c'était pas l'insouciance. Moi, je pense pas que c'était l'insouciance, il fallait qu'on le fasse comme ça, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc c'est comme ça. C'était soit on faisait rien, et puis on continuait à faire nos trucs avec nos marques, et c'était pas franchement ouf ce qui se passait. Soit on prenait ce risque, et puis il y avait une belle histoire qui s'écrivait. Mais c'était une des conditions, quoi. C'était pas possible de faire autrement. Bon, alors donc, si je récapitule pour conclure, si tu veux devenir riche, enfin aisé, vaut mieux pas te lancer dans le ski, quoi. Il y en a qui ont bien réussi quand même, hein. Il y en a qui ont bien réussi. Moi non, mais je vois un Candy, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Les skieurs alpins gagnent bien leur vie. Un gars comme Garlin, je crois qu'il a quand même bien gagné sa vie. Après, c'est obscur, hein. L'herbe est toujours un peu plus verte dans le champ d'à côté. Mais il y a des exceptions. Un gars comme Edgar a très bien gagné sa vie. Parce qu'il était charismatique, parce qu'il faisait vendre, parce que ouais, c'était Edgar. Moi, j'ai pas cette personnalité, j'ai pas été aussi bon, donc voilà. Je crois que c'est. Moi, j'ai pas gagné ma vie extrêmement bien, mais alors, je l'ai pas gagné extrêmement mal non plus, donc j'ai pas du tout à me plaindre. Un gars comme Kevin Roland gagne bien sa vie. Il y en a qui gagnent correctement leur vie. Après, je ne sais pas quel est votre rapport à la richesse pour un sportif, parce que c'est vraiment des milieux qui sont tellement disparates entre les footballeurs et je sais pas moi, les gars en athlétisme qui sont. Enfin, après c'est pareil, en athlétisme, les gars s'ils sont bons, ils gagnent bien leur vie. Un sprinter jamaïcain, Usain Bolt, doit pas être loin du million. Et d'ailleurs c'était le premier épisode de mon podcast, Eléa Mariama Diarra, championne du monde sur 4x400, qui touche 500 balles par mois pour vivre, quoi, et qui attendait avec impatience ses derniers JO cette année, qui sont reportés à l'année prochaine, et qui se demande un peu comment elle va boucler son budget jusqu'à la fin de l'année. Ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est souvent une question de charisme. De comment les médias t'interprètent, si tu arrives à faire vendre, si tu arrives, l'équation, elle
moi, j'ai l'impression que, de toute façon, il n'y a pas vraiment une équation qui soit connue, parce que sinon, tout le monde y arriverait. C'est ça. Mais en tout cas, on sait que c'est pas que la médaille. Et c'est souvent pas que la médaille, à part dans le foot, parce que dans le foot, de toute façon, ils gagnent bien leur vie. Euh, Ils sont salariés, ils sont machin, il y a des droits télé qui tombent. Et même ceux qui gagnent, qui sont dans le bas du tableau, ils gagnent bien leur vie. Et c'est très bien pour eux, hein. C'est fantastique. Et par contre, dans la majorité des autres sports, il faut être bon, et ça, je considère que c'est une des conditions sine qua non à quand même gagner ta vie en tant que sportif, c'est être bon. Et ensuite, faut avoir la bouille, faut avoir tout ce qu'il faut pour bien s'en sortir. En revenant à ce qui me concerne, on a eu quand même de la chance à cette période qu'il y a un engouement du côté du freestyle, parce que au final, on a tous pu faire notre sport au moins. Ils nous finançaient assez pour qu'on puisse faire notre sport, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a plein de gamins qui sont bons, hein, qui en bavent pour pratiquer, quoi, pour pouvoir se pointer aux compétitions. Parce que maintenant, freestyle, il n'y a plus trop d'engouement, c'est devenu plus difficile. Il y a plus de densité aussi, j'imagine. Alors là, la question de densité, je suis pas vraiment sûr que ce soit ça. Bon, peut-être. Mais en tout cas, en France, non, parce qu'il n'y a pas de densité en France. C'est pas comme s'il était 40 couteau entre les dents à faire des triples corks. Ça, c'est pas vrai. Mais il y en a c'est vraiment dur, quoi, parce que les marques, il n'y a plus vraiment d'intérêt là-dessus. Elles se dirigent un peu plus vers enfin, il y a d'autres intérêts, tu vois. Les intérêts changent. Les budgets, ils sont plus mis là-dessus, point barre. T'as plus de budget, t'as plus de budget. Et à notre époque, au moins, il y avait des budgets pour ça, quoi. Et là, avec le Covid, je n'en parle même pas. Ça va devenir, je pense, très compliqué. Mais voilà. Mais oui, je sais plus où on en était, mais l'argent dans le sport et l'argent que touchent les sportifs, c'est tellement disparate, c'est tellement voilà, t'en as, ils signent des contrats, tu te demandes pourquoi, comment. Et puis on a quand même de la chance, hein. Tu connais un mec, machin. Voilà. Hop, tu signes un bon contrat et puis je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas si tu l'as vraiment mérité, hein. Et puis c'est parti pour quelques années. Ouais. Mais bon, écoute, c'est parti de. Et puis il y en a qui sont super bons à se démerder pour ça, hein. Et il y en a qui sont hyper concentrés sur leur carrière, qui façon leur carrière sportive, de performance, et puis tout le reste, ils s'en foutent et ils passent à côté d'opportunités parce qu'ils parlent moins bien, parce qu'ils savent moins se vendre, et c'est comme ça, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et c'est à tous ces gens que moi je veux donner la parole avec mon podcast. Peut-être pour conclure, parce que le temps file et je voudrais pas te prendre trop de ton temps. J'aime bien finir par une petite série de questions pour en savoir un petit peu plus sur toi, mais vraiment du très rapide, du tac au tac, où t'as pas trop besoin de réfléchir pour apporter une réponse. Après, si tu veux t'étaler, il y a pas de problème. Ma première question, c'est si tu pouvais te transformer en un tout petit Julien et parler au Julien de 8-9 ans qui va se mettre dans le ski de boss et donc connaître cette première grande carrière, qu'est-ce que tu lui dirais à l'oreille? Continue, ça va bien se passer. Ok. Dans toute ta carrière, enfin dans toute ta vie jusqu'à présent, dans toutes tes 41 premières années, si tu pouvais réécrire le livre de ta vie, si tu pouvais réécrire quelques pages ou même tout le livre en entier, comment est-ce que tu ferais? Enfin, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu réécrirais? Bah, moi, j'ai perdu un bon copain
en montagne. Et si on pouvait revenir un petit peu en arrière, ce serait pas mal. Wow. Petite pointe d'émotion dans le podcast. Je te remercie. L'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a des sportives ou des sportifs qui t'inspirent? Alors, pas forcément dans le ski et pas forcément dans le freestyle, mais globalement dans ta vie, est-ce qu'il y a des icônes? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait vibrer, qui t'ont donné envie de faire ce que tu as fait? Ouais, il y a eu des skieurs de boss comme Olivier Alamand, comme Edgar. Mais Edgar, ça a toujours été un peu l'ennemi juré parce qu'il était de la Clusaz. Il y a toujours une grosse rivalité entre le club de la Clusaz et la Plagne qui ne partira jamais. Une espèce ouais, c'est un petit phénomène là, dans nos montagnes. Mais bon, Edgar, quand même, ça a été voilà, c'était Gagar. Et puis, il a quand même apporté beaucoup de choses. Et puis il était fort, quoi. Et sinon, moi, je suis très copain avec Kevin Roland, et c'est quelqu'un que j'admire et juste pour ce qu'il est, et puis pour sa motivation et ce qu'il a donné aussi au sport et comment il le pratique. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de formidable. Et s'il y a d'autres sports, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément de sport là. Je suis pas bizarrement, je suis pas du tout le foot, je suis pas du tout l'athlétisme. Tu peux me parler de tous les grands sportifs français, là, j'en connais quasiment pas. Mais culture alternative, hein, c'est toujours du Tony Hawk, Chad Muscat en skate. Non, oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand je disais que j'avais pas une culture sportive très très bonne, je pense toujours à Julien Liseroux qui adore lui, c'est vraiment un sportif. Il adore ça, il adore la compétition. C'est vraiment, il aime tout ça. Et Julien, je trouve que c'est un sportif, un des skieurs les plus admirables de ces 20 dernières années. Pour sa ténacité, il a eu beaucoup de blessures, et puis pour vraiment son entrain, sa jovialité par rapport au sport, je trouve exceptionnel, quoi, parce qu'il est encore là, il adore, il fait son truc, il essaye d'être le plus performant possible, puis il fait quand même beaucoup d'éclat, il est quand même encore très fort, et je trouve que c'est un beau sportif. Voilà. Après, ouais. Ok, c'est noté. Et puis, justement, la dernière question pour faire le lien avec ça. S'il y avait une ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, est-ce que tu pourrais nous redonner ou nous donner un nom? Ouais, Julien, je pense que ce serait intéressant. Ouais. Parce qu'il a une belle, il a un parcours, il n'a pas eu un parcours facile. J'ai l'impression. Après, j'ai l'impression que c'était très talentueux de toute façon, mais quand il y a quelqu'un qui a vraiment qui a fait ça à force de douleur et de travail, quoi. Il a eu une super carrière, et puis c'est le côté. Moi, j'organise une compétition là, en fin de saison avec lui à la Plagne, qui s'appelle le Super Slalom, qui est une compétition ouverte à tout le monde et qui est un truc un peu démentiel. C'est un slalom de 320 portes. C'est un truc. Ça te crame les cuisses, le côté sportivement, c'est assez marrant. Mais bref, en tout cas, je pense qu'il a des choses à dire. Écoute, j'essaierai de le contacter, puis si jamais j'arrive pas à rentrer en contact avec lui, je te demanderai peut-être une mise en relation. Ça te va? Ouais, pas de souci. Comme un petit peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. Et comme tu disais que tu consommes pas trop le sport, moi ce que je te propose, c'est une fois tous les 2 semaines, tu te mets 1 heure de podcast dans les vestiaires. Tu te mets ça dans les oreilles en allant sur un spot avant de faire un ride, et ça va te permettre de tenir un petit peu au courant des grandes sportifs et des grandes sportifs francophones. Ok, pas de souci. Cool. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci pour ton temps. On a presque fait 1h30. C'était génial. Ok, cool. Allez. Super. Ciao. Merci Julien. Ciao.
félicitations, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'imagine qu'il vous a plu. Eh bien justement, venez sur Apple Podcast, venez sur les réseaux sociaux pour me le dire. C'est grâce à vos commentaires que je pourrai m'améliorer et que je continuerai à être motivé pour vous proposer des épisodes encore plus intéressants les uns que les autres. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut les sportifs! Thank you.